Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On essaye depuis longtemps de travailler avec nos villes en tant que chercheurs. Et cependant, cette lien de partenariat, ce n'était pas toujours évident. Donc aujourd'hui, on veut explorer ensemble disons, les priorités, les thèmes prioritaires sur lesquels les villes sont intéressées à collaborer avec nous, les chercheurs universitaires et aussi les industriels. Et dans ce contexte-là, donc on a invité nos panélistes. Je vais présenter d'abord nos panélistes de cet après-midi. Donc, ils sont assis dans un ordre où... Donc, Monsieur Sébastien Tremblay, ici à droite. Donc, Sébastien, il est professeur à l'Université Laval. Il a un doctorat en psychologie de l'Université de Cardiff. Donc, il est aussi actuellement professeur honoraire de l'Université de Cardiff, au Royaume-Uni, et directeur du laboratoire CODOT, si je prononce bien. Son programme de recherche porte principalement sur les enjeux de la cognition et comportement dans le but de maximiser la performance et le bien-être dans une variété de domaines allant de la sécurité publique au transport et au divertissement. Donc ensuite, notre deuxième panéliste est M. Bruno Labonté. M. Labonté est titulaire d'un mineur en économie et d'un baccalauréat en géographie option SIG avec spécialisation en transport de l'Université Laval. Donc il est un ancien de notre université. Il a commencé sa carrière en 1998 à son compte, à titre de conseiller en géomatique pour des firmes de services conseil en transport, en urbanisme, ainsi que pour des MRC. C'est en 2002 qu'il a continué sa carrière comme conseiller en géomatique à la communauté métropolitaine de Québec et réussi à y développer un service de la géomatique en 2009, où il passe à titre de coordinateur en géomatique et en technologie de l'information. Notre troisième invité, Claude Garneau. Monsieur Garneau agit à titre de conseiller senior en géomatique chez Fujitsu Canada. Il cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. Il a fréquemment conseillé plusieurs ministères en matière de gestion de territoire, des ressources et des infrastructures, et ce, tant au Québec qu'à l'étranger. Il fait actuellement partie d'une équipe dédiée au transport intelligent pour Fujitsu. Et notre dernier invité, c'est Stéphane Roche. Donc, c'est mon collègue au département des sciences géomatiques. Donc, Stéphane, il est en même temps ingénieur et géographe. Je ne comprends pas comment il a fait ça. Et donc, c'est rare. Donc, ça lui donne plus de possibilités, évidemment. Donc, il a des idées assez intéressantes sur des villes. Je ne vais pas en parler. Il est notre spécialiste des villes intelligentes et vivantes. Stéphane Roche est professeur titulaire de sciences géomatiques et vice-doyen à la recherche et aux études de la faculté de foresterie, géographie et géomatique à l'Université de Laval, où il enseigne les SIG et l'analyse spatiale aux 3 cycles, ainsi que des séminaires gradués sur la société de l'information géographique et sur la qualité des données géospatiales. Il s'intéresse principalement au rôle joué par la géolocalisation sociale, les données ouvertes et le crowdsourcing dans la mise en opération du concept des villes et de territoires intelligents. Il est impliqué dans le développement d'un laboratoire vivant centré sur les nouvelles formes de spatialité numérique et
l'engagement citoyen. Donc, on va débuter le plénière avec un sondage que Evelyne va vous présenter. Evelyne Bernier, Madame Evelyne Bernier, qui est coordinatrice du Centre de recherche en géomatique. Donc, elle a eu cette tâche de créer ce sondage-là et aussi préparer les résultats. Donc, tu vas pouvoir présenter. Merci. Merci. Donc, effectivement, je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter les résultats d'un sondage. C'est un sondage qu'on a mené auprès des organisations membres de l'Association géomatique municipale du Québec. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'avoir répondu à l'appel et d'avoir complété le sondage. Donc, la première question du sondage, qui visait essentiellement à déterminer la provenance des répondants. Donc, la majorité des personnes qui ont répondu au sondage proviennent des villes, des MRC et de l'entreprise privée. Donc, on avait un total de 77 personnes qui ont répondu à cette première question. Deuxième question, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Avez-vous déjà participé à un projet de R&D avec le milieu universitaire? Donc, déjà, un premier constat, on est passé de 77 répondants à la première question à 46 avec la deuxième question. Donc, à savoir s'il faut analyser ce constat ou comment analyser ce fait-là, la question est ouverte. Sinon, si on regarde les résultats, 63% des personnes interrogées n'avaient jamais participé à un projet de R&D avec le milieu universitaire. 20% quand même ignoraient si l'organisation l'avait déjà fait par le passé. Donc, pour les personnes qui ont répondu oui à la question précédente, on voulait savoir sur quel sujet portait le projet réalisé en collaboration. Donc, dans les réponses, géomatique open source, données géospatiales, inventaire des carrières sablières et gravières en Estrie, le plan de développement de la zone agricole. Il y avait 2 projets en eau souterraine, le géocatalogue et un projet en certificat de la donnée géospatiale. Encore une fois, pour ceux qui avaient répondu oui à la question, donc ceux qui avaient déjà collaboré avec le milieu universitaire, on voulait savoir sous quelle forme était la contribution de l'organisation. Donc, la grande majorité des personnes, des organisations ont contribué en nature, donc soit en fournissant des données, des ressources humaines ou du matériel, et les autres organisations monétaires ou une combinaison des deux. Donc, la question qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, seriez-vous intéressé à participer à un projet de R&D avec le milieu universitaire? Donc, la bonne nouvelle, oui à 72 %, non à 28 % et dans les raisons évoquées, pour ceux qui n'étaient pas intéressés, donc le manque de temps, le manque d'effectifs, ne savaient pas ou ne pouvaient répondre au nom de leur organisation. Finalement, la dernière question. Quel sujet serait d'intérêt pour votre organisation dans le cadre d'un projet en collaboration avec le milieu universitaire? Donc, en tête de liste, cartographie web, mobile et participative, le SIG et l'analyse spatiale, le LIDAR, donc j'imagine que vous avez bien aimé le colloque d'aujourd'hui, modélisation 3D, modélisation et simulation de phénomènes spatio-temporels, l'info nuagique, réalité géospatiale augmentée, et finalement, Big Data, GPS, GeoBI, traitement d'images, et quelqu'un nous a ajouté également les villes intelligentes. Donc, c'était vraiment un court sondage. On voulait simplement voir un peu l'intérêt, sonder l'intérêt des organisations à participer à un projet de R&D. Donc, maintenant, je laisse la parole à Amir et aux panélistes. Donc, si tu pourrais afficher notre première question. Donc, dans cette question-là, en fait, on voulait aborder un petit peu autour de thèmes principaux dans lesquels les villes ou évidemment les autres composants de nos réseaux, comme des industriels et les chercheurs, pensent qu'on doit travailler ensemble pour innover, pour développer des nouvelles solutions intelligentes pour aider nos villes à devenir plus intelligentes. Je dois dire qu'avec le sondage, j'étais étonné que finalement, les villes intelligentes se trouvaient en bas des intérêts, dans le sens que... Oui, tu pourrais expliquer peut-être? En fait, si je peux préciser, c'était pas un thème qu'on avait suggéré. Donc, on demandait aux gens de sélectionner les 3 thèmes ou de prioriser 3 thèmes. Et les villes intelligentes n'étaient pas comme un thème de recherche. Ça nous a été suggéré. Effectivement, les thèmes qu'on avait mis, c'était plus aspect technologique. C'est sûr que si on veut plutôt aller dans le contexte, aspect plutôt
thématiques, comme vous avez vu ce midi, supposons sur l'accessibilité de nos villes, donc comment rendre nos villes plus intelligentes. Donc, c'est dans ce contexte plus thématique qu'on veut aborder le sujet de collaboration en partenariat avec l'université. Donc, je vais donner la parole à nos panélistes, dans le sens qu'avec leur expérience en travaillant avec les villes, comment ils ont senti les priorités, en fait, finalement, que les villes donnent à des contextes de partenariat. Évidemment, vous n'êtes pas des villes, donc c'est quoi votre impression dans un sens? Comment les villes, s'ils viennent d'abord, et s'ils viennent, c'est sur quoi qu'ils demandent plus de l'aide de soit l'industrie ou soit l'université dans le contexte de partenariat. Donc, ça peut être en or, ça peut être celui qui est prêt pour commencer. Je pense qu'il y a un micro qu'on va... Il dit qu'elle a parlé beaucoup, c'est pour ça. Les thèmes prioritaires, moi, je les ai pris du point de vue plus de l'ingénierie que de la géomatique, vous me pardonnerez. Ça sera une saveur que peut-être s'intégrera bien avec les commentaires de mes collègues. Des formations professionnelles, je sors de 2 ans d'intervention dans le domaine des transports et je suis impliqué de plus en plus dans le domaine des transports en Amérique du Nord pour mon entreprise. Alors, j'ai identifié 4 thèmes prioritaires qui sont tous très, très pratiques au niveau des coûts énormes que les municipalités imputent à différents postes budgétaires. Premièrement, les infrastructures, toute la conception, toute la construction, l'entretien, le suivi, donc tout ce qui est dans les nouvelles tendances au niveau des BIM, des Building Information Modeling. Donc, des choses qui sont près de nous, mais qui vont devenir de plus en plus importantes parce qu'il y a des coûts très, très élevés. Prenez l'échangeur Turco, prenez les travaux ici sur Henri IV. Donc, ça, moi, je pense que c'est un phénomène en croissance. L'intermodalité, la fluidité des transports, le service aux usagers. Il y a beaucoup de projets d'intermodalité parce que les villes sont complètement congestionnées. Donc, c'est un élément que vous n'aurez pas vraiment le choix de prendre en compte dans des choses assez complexes, l'intermodalité, entre autres. Je sais que l'Université de Montréal, la Polytechnique, a des modèles très avancés de gestion de l'intermodalité et c'est touché, mais c'est une réalité qui vous frappe, surtout les métropoles, bien entendu, les petites villes peut-être un peu moins. Sécurité civile, les événements climatiques, les événements sociaux. Aujourd'hui, juste le fait de publier des parcours, c'est niaiseux, là, mais si vous pouviez suivre en temps réel les parcoureux, puis c'est probablement déjà le cas. Imaginez dans une situation d'urgence comme mes collègues japonais ont vécu avec le tsunami. Donc, tous les volets associés à la gestion municipale en cas de crise, c'est quelque chose qui nous guette, autant du point de vue social que du point de vue environnemental. Il ne se passe pas grand-chose au Québec en tornade ou autre, mais quand même, il y a une recrudescence de phénomènes climatiques qui nous fait penser qu'on commence à s'inscrire chez les grands. Donc, ce qui va aller avec vos capacités de gestion des urgences. Et ça aussi, ça demande beaucoup de données, ça demande beaucoup de scénarisation, de prédiction. Donc, ça, je pense que c'est un élément important. Et enfin, l'approvisionnement. Tout l'approvisionnement en matériel, l'entretien de nos équipements, leur suivi avec que ce soit des puces RFID ou des senseurs ou quoi que ce soit. C'est des événements qui vont vous arriver dans votre vie professionnelle du fait de la croissance exponentielle de ces équipements-là, qui va faire partie de vos plans de gestion. Donc, c'est en gros les 4. C'est pour ça que je vous disais que c'est très génie, très municipal, peu géomatique, mais les outils géomatiques sont tous en soutien à un déploiement de ces capacités-là. Parfait. Oui, vas-y. Je peux continuer parce que comme il m'a enlevé à peu près la moitié de ce dont je voulais parler, ça va aller plus vite. Si, mais je suis capable de parler longtemps quand même, même si j'ai pas grand-chose à dire, donc ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas revenir sur le fait que je pense que les villes sont mortes. J'en ai parlé la semaine dernière et puis sinon on va y passer la soirée. Mais quand même, hein, elles sont mortes. Il faudra que je vous en parle un peu plus tard dans un autre contexte. Non, il y a une chose qui me semble moi vraiment importante en termes de perspective de recherche et de collaboration, c'est la grande question de l'intelligence urbaine. Et intelligence dans le sens, pas ville intelligente, mais intelligence urbaine. Dans le sens capacité pour un gouvernement local, une administration, des élus, à comprendre ce qui se passe sur le territoire de la ville, plus large s'il faut, parce qu'on comprend bien aujourd'hui que ça devient de plus en plus complexe pour un certain nombre de phénomènes, liés à un certain nombre de phénomènes, les mobilités qui changent beaucoup de ce qu'elles étaient
La question des densités, on parle de densification, il y a une espèce d'injonction à la densification, et c'est une question à réfléchir. Dans les grandes agglomérations, il y a la question de la diversité, de l'altérité. Donc toutes ces questions qui viennent recomposer et rendre de plus en plus complexe le fonctionnement des territoires urbains nécessitent, pour ceux qui en ont la charge, de bien comprendre ce qui s'y passe. Et bien comprendre ce qui s'y passe, c'est être capable d'anticiper ou de comprendre comment les lieux urbains se créent. Puis j'explique rapidement, pour moi, un lieu urbain, c'est une fonction, presque une fonction mathématique, d'un nom qu'on donne à un moment donné, à une localisation, d'un événement qui se produit à un moment donné aussi, et donc d'une localisation. Donc dans une même localisation, un même espace, on peut avoir plusieurs lieux qui se superposent, ou plusieurs lieux qui, de manière récurrente, reviennent. Je vais donner un exemple. Les plaines d'Abraham, si on est au moment du carnaval de Québec, ce n'est pas la même chose que si on est en plein été. C'est la même localisation, mais les enjeux en termes de sécurité civile, les enjeux en termes de gestion des infrastructures, de transport, etc., sont plus du tout les mêmes. Et ça, c'est assez simple parce que c'est planifié. Mais dans les villes modernes aujourd'hui, à des échelles plus petites, cette question du renouvellement permanent des lieux, elle est vraiment centrale. Et la capacité donc d'intelligence, c'est-à-dire de comprendre comment ces lieux-là se créent à un moment donné, disparaissent, interagissent les uns avec les autres, puisque intelligence, la terminologie latine, c'est faire du lien entre, créer du lien entre. Donc c'est lié à la capacité cognitive à comprendre et à créer du lien. Donc c'est éminemment spatial à l'échelle d'une ville. Donc ça, l'intelligence urbaine, pour moi, c'est un enjeu. Et évidemment, c'est un enjeu parce qu'il y a des méthodes à développer, du point de vue géomatique, nouvelles. Il y a des outils à développer. On parle beaucoup de tableaux de bord urbains, mais il y a des enjeux. Donc ça renvoie aussi à des enjeux de visualisation de données, des enjeux de capacité à traiter des données. Puis là, les données géosociales en particulier sont d'intérêt, mais pas seulement. Il y a également derrière tout ça la question des mobilités, c'était évoqué, mais moi je vois aussi beaucoup la question des mobilités actives, des mobilités équipées, de l'intermodalité, de la multimodalité, du transport à la demande par exemple, qui est un enjeu énorme aussi dans les grandes agglomérations. C'est certainement pas en élargissant les infrastructures urbaines, en les densifiant, contrairement à ce que Québec 2050 a bien voulu nous faire croire, qu'on va régler le problème. Je vous le dis, regardez n'importe quelle étude à travers le monde, toutes les études confirment le fait qu'à chaque fois qu'on a voulu traiter le problème de l'engorgement du trafic et de la saturation des mobilités, qu'on a voulu le traiter en élargissant et en densifiant le réseau routier, on a toujours fait une seule chose, c'est accélérer le mouvement et accélérer le problème. C'est-à-dire qu'on a renvoyé un message clair à la population qui était « allez-y, continuez », puisque vous voyez, on vous donne la possibilité de le faire, et ça a toujours plutôt conforté le problème que réglé le problème. Donc on va dans le mur si on pense que c'est ce qui va se produire. Donc ça, c'est un élément important. Et puis le deuxième élément, en termes de recherche, qui me semble important, qui est peut-être moins ingénierie et moins méthode et outils, c'est toute la question des enjeux éthiques et de liberté individuelle autour de cette question d'intelligence urbaine et de traces que les citoyens connectés urbains laissent dans l'espace. Je m'explique. On le sait tous, on est tous géodétectés. Demain, les lieux publics, en particulier urbains, se reconfigureront un peu comme le font aujourd'hui les sites web en fonction des individus qui seront présents, qui seront détectés et dont le système sera capable de reconnaître les priorités, les intérêts, les enjeux, un peu liés à Amazon, ce qui se fait sur des sites comme ça. On parle de personnalisation algorithmique et il y a déjà une tendance lourde à la personnalisation algorithmique des lieux urbains. Ça veut dire que demain, quand vous, moi, on arrivera dans un lieu, le lieu nous reconnaîtra, poussera de l'information, c'est déjà le cas sur notre téléphone, mais les interfaces présentes, et elles seront de plus en plus nombreuses, renverront une information différenciée. Et on se retrouvera donc face à un risque de normalisation et de triage spatial et triage social des individus. Alors c'est très social et peut-être que vous allez vous dire il est complètement barjot, mais on va quand même vers ça. Et ça me semble important, puisqu'on est des spécialistes de géolocalisation, de se poser cette question-là. Comment on va traiter ça d'un point de vue social ? Et vous êtes des administrateurs
ou des fonctionnaires municipaux. Et votre métier, pour l'essentiel, c'est quand même de vous assurer que les populations qui vivent dans vos villes ont les services auxquels elles doivent s'attendre, vivent le mieux possible, et elles ne seront certainement pas servies si elles sont fliquées et si leurs comportements sont fléchés et leurs attitudes normalisées dans l'avenir. Merci Stéphane. Moi, dans mon cas, je vais aller vers une autre direction. Partenariat, de par la nature de l'organisation pour laquelle je travaille, la Communauté métropolitaine de Québec, ça veut dire alliance. On regroupe, nous autres, 28 villes, 3 MRC. C'est de la mise en réseau. Dans le domaine privé aussi, du partenariat, ils appellent ça des consortiums pour répondre comme aux clients des municipalités et des MRC du Québec. Quand on fait du partenariat, c'est parce qu'on a tous un objectif commun. On n'a pas le choix. Les villes, les MRC, même nous-mêmes comme une CMQ, là, on n'est pas une grosse entité. On a de moins en moins d'argent. On se met en partenariat avec différents groupes. Ça peut être des OBV, ça peut être toutes sortes d'organisations, ça peut être de se payer de la donnée. J'ai fait des partenariats, moi, dans mon cas, en 2012, avec l'INRS pour acquérir une donnée extrêmement, comment je dirais, pas sensible, mais extrêmement compliquée à acquérir. Ça a été des partenariats avec le gouvernement du Québec. Dans ce cas-là, on se met à gagne et on permet de se partager de l'info. De 2010 à 2013, on est allé vers un autre partenariat. Ce n'était pas de l'acquisition de données, mais c'était du partage de ressources qu'on appelle aussi de la gestion matricielle afin de sortir une entité qui était des études extrêmement complexes, qu'on n'avait pas aucune connaissance, qui est de l'hydrogéologie. En tissant tous ces liens-là partenariales, avec les villes, avec d'autres collaborateurs externes, il se crée des liens de confiance. Je pense que c'est ça aussi qu'on vise avec le temps. Bien entendu, des fois aussi, on se fait un peu piéger. On fait des partenariats et on le bâtit sur du mou, du verbal. Maintenant, avec l'expérience, quand on établit des partenariats, moi, c'est dans mon cas, on passe par ces plaques-là, mais on passe par des documents qui passent dans des mains du contentieux, afin que le partenariat aussi soit reconnu. Moi, je travaille avec des élus, là. Je veux que l'élu soit au courant du partenariat qu'on a fait, les bons coups qu'on a fait et la plus-value que ça donne. Fait que c'est pas question de se faire avoir ou pas, mais juste question de l'entériner et de le faire accréditer. Ça provoque beaucoup d'étapes. C'est quand même, tout dépendant du niveau, c'est très lourd faire un partenariat. Il y a toute une planification, il y a une recherche de partenaires, il y a aussi, ça prend un besoin, là, on n'a pas... Dans 100 d'une année de travail, le tout doux, là, la fameuse poutine, c'est 80 de notre travail. Il faut s'ajouter des mandats, des besoins aussi. On ne crée pas un besoin pour le plaisir d'en faire un, mais on répond à un besoin parce qu'il y a une problématique, il y a quelque chose qui s'en vient. Ça peut être aussi le légal qui le demande. Des fois, on n'a pas toutes les connaissances. Puis ça permet aussi de tisser énormément de liens. Fait que nous, comme Communauté métropolitaine de Québec, c'est un peu ça qu'on fait et on est continuellement en lien avec les villes. On n'a pas le choix. On marche avec des codes-parts. Avec les universités, on est allé chercher certaines alliances, mais le niveau de partenariat, je crois qu'il doit être un certain niveau. Pour faire de la recherche-développement, c'est pas si évident. Ça prend, comment dire, ça prend de l'expertise qui s'ajoute. Et ça tourne pas mal autour de ça. Parfait, merci. Sébastien, oui. Merci. Alors aujourd'hui, ici, ce n'est pas le professeur en psychologie et en relations humaines-technologiques qui vous parle, mais le chercheur qui, depuis 1 an, a travaillé fort au développement d'un nouveau consortium, un nouveau centre de recherche en sciences urbaines qui vient de naître ici à Québec, qui a été annoncé officiellement le 24 avril dernier à l'Hôtel de Ville. C'est une unité mixte de recherche en sciences urbaines, un consortium qui comprend une dizaine de PME de la ville, de la région, qui comprend Thalès, l'Université Laval, l'INRS et le Parc technologique. Et la Ville de Québec s'est en fait ouverte à être un laboratoire ou en fait un lieu d'implémentation accélérée de nouvelles solutions, de nouvelles découvertes. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes un groupe de chercheurs,
concepteur qui lance ce beau projet à Québec. Donc, qui a été annoncé aussi avec une subvention de départ là, du ministère, le MEIA, du développement économique. Donc, c'est en fait un peu, je dirais, une unité de recherche et développement, avec les mots-clés d'innovation, de Living Lab et tout ça, mais qui sont ici, vraiment, on y croit et c'est quelque chose qui est très réel avec la participation de la Ville. Sans la participation de la Ville et son ouverture, on ne peut pas avoir une telle unité de recherche et de R&D en sciences urbaines. Donc, ce qui m'amène un peu à parler des thèmes, parce que depuis déjà peut-être 2 mois, on a plusieurs rencontres, ateliers avec des représentants de la Ville de Québec et on a pu identifier un peu si on veut, leurs enjeux et essayer de les aligner avec les expertises des chercheurs et les solutions peut-être disponibles chez les différentes PME et chez le groupe Thales. Premièrement, ce que je voudrais dire par rapport à ce fameux buzz qui est la ville intelligente, selon un peu mon expérience jusqu'à présent, c'est peut-être plus un concept sophistiqué qui simplement reflète le fait que la plupart des villes ont besoin de modernisation et ont besoin d'augmenter leur fluidité puis leur efficience. Donc, on en fait un beau concept de ville intelligente, mais en fait, on a besoin de certaines solutions intelligentes pour des enjeux très précis qui peuvent varier d'une ville à l'autre. Je dirais que c'est sûr que je connais plus la réalité de la ville de Québec, mais je pense quand même qu'il y a des similarités à travers les différentes villes. Une première ici, c'est la gestion des eaux, la gestion de l'eau potable, la gestion de l'eau usée. Au niveau, c'est surprenant à quel point les systèmes, les moyens pour cette gestion-là n'ont pas changé depuis plusieurs années. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup, du moins à la Ville de Québec, énormément de données qui sont accumulées par rapport à tous les paramètres pertinents. Et il y a maintenant, que ce soit des techniques de calcul, d'algorithmes ou de modélisation, de simulation, des moyens qu'on veut mettre en place pour essayer de prédire, développer des systèmes d'avertissement précoce par rapport à inondations, etc. Donc, il y a un travail très rapide qui peut se faire d'appliquer des connaissances au niveau de la communauté des chercheurs en utilisant des données récoltées par la municipalité depuis quelque temps, par rapport à une préoccupation qui, moi, je ne connaissais pas avant comme simple citoyen de ma ville, mais qui est vraiment sérieuse au niveau de la gestion des eaux. Un deuxième qui a été mentionné par M. Garneau, c'est la gestion de la sécurité. Sécurité civile qui va autant au niveau social qu'environnemental. Là aussi, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être adaptées, qui ont été peut-être développées dans les domaines de la défense ou autres, mais qui peuvent être adaptées au niveau des municipalités pour améliorer l'efficience, je dirais, sans vouloir dire, il y a déjà une efficacité remarquable là, des services liés à la sécurité publique, mais il y a vraiment place à, je pense, la modernisation de certaines techniques, procédures, d'aide à la décision, d'utilisation de nouvelles technologies, que ce soit tout ce que le Big Data permet, les capteurs, les senseurs, au niveau aussi, pas juste utiliser le citoyen comme un senseur, comme une source d'information, la gestion de tout ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Il y a aussi, comme a été mentionné, tout ce qui est transport et mobilité. La gestion des transports, ici à Québec, c'est aussi une préoccupation avec le trafic qui ne cesse d'augmenter depuis quelques années. Là vient un peu peut-être mon expertise au niveau, un gros défi avec, je pense, la gestion de transport et mobilité, c'est la participation citoyenne. On a les technologies, on a plusieurs idées au niveau de transformation des moyens, d'augmentation des possibilités, mais le gros défi, c'est un petit peu d'amener le citoyen à laisser sa voiture. C'est le défi très sérieux en Amérique du Nord surtout. Beaucoup moins en Europe, on le voit dans certaines villes en Europe, en Asie aussi, où ça semble plus facile de sortir le citoyen de sa voiture, mais ici, ça demeure vraiment un défi. Donc, il y a l'aspect acceptabilité citoyenne qui est très importante dans ce domaine-là. Et puis, je dirais que le quatrième point qui est ressorti beaucoup des échanges, c'est la gouvernance urbaine. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la gouvernance, la prise de décision,
il y a maintenant des outils qui peuvent être faits, des nouvelles, au niveau aussi éducation citoyenne, essayer d'améliorer l'interaction entre les décideurs et les citoyens. Là aussi, il y a des moyens avec, on sait, avec tous les médias, même l'aspect serious gaming peut aider à impliquer le citoyen et à augmenter l'acceptabilité. Donc, selon mon expérience, c'est peut-être les 4 points les plus importants qui reviennent le plus souvent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires par rapport à ce que nos panélistes ont dit? Oui? Pas de réaction? Donc, en fait, je suis content d'entendre ces thèmes. Évidemment, il y a un peu point de vue externe disons, aux villes, à part Bruno, évidemment, ici, il est parmi nos panélistes plus liés aux villes dans le sens des institutions là, et son emploi. Mais évidemment, on aimerait découvrir plus aussi les besoins disons, en collaboration, en innovation. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui à travers de différentes présentations. Évidemment, dans le contexte de cet événement-là, on a des personnes plus, disons, l'aspect géomatique, technologique. Donc, on voyait le LIDAR, les infos nuagiques, les préoccupations par rapport à la gestion des données. Évidemment, dans ces commentaires qu'on vient d'entendre, on voit ça, ce sont des thèmes prioritaires, effectivement, et que, par contre, c'est dit avec, je dirais, des différents mots dans le contexte où on est dans cet événement-là. Donc, dans le sondage, dans le sondage, on a vu que il y avait quand même un bon pourcentage d'intérêt à travailler avec les universités en partenariat d'innovation. Alors, je voulais savoir, évidemment, nous, en tant que chercheurs, on essaye de rejoindre les municipalités dans le contexte de nos projets. Des fois, c'est très flou. Où est-ce qu'il faut aller cogner les portes? Où est-ce qu'il y a des ressources? Souvent, évidemment, nos contacts, des fois, c'est avec nos collègues géomaticiens et que ce n'est pas là que peut-être les ressources ou l'argent se trouvent aussi. Et ce n'est pas non plus tout le temps qu'on veut aller chercher de l'argent chez des villes, c'est plutôt de vraiment comprendre les problématiques de recherche qu'on pourrait amener à l'université et aider à résoudre ces problèmes-là. Donc, dans ce contexte-là, j'aimerais vous entendre, en fait, à votre avis, quels sont les éléments facilitateurs ou les complexités de travailler en partenariat avec les villes dans le contexte actuel, dans le contexte où on vit des situations économiques, disons, plus difficiles qu'il y a quelques années, et que là, évidemment, ça limite aussi, disons, le travail en partenariat en termes de ce qu'on cherche comme chercheurs ou même des industriels. Donc, j'aimerais vous entendre. Évidemment, on a des exemples qui sont réussis, des exemples de partenariat d'envergure. Donc, j'aimerais peut-être commencer, Sébastien, avec toi. À ton avis, justement, ce modèle de travail en partenariat qui a réussi cette année avec l'Université Laval et Thales et les autres PME et la Ville de Québec surtout, qu'est-ce qui a aidé, à ton avis, pour réussir ce partenariat-là? Évidemment, ça vient de m'être mis en place. Ça reste à faire, c'est-à-dire des travaux qu'on a promis. Et à ton avis, c'est quoi la clé de réussite de ce genre de partenariat, en effet, avec les villes? Il y a plusieurs clés, plusieurs serrures. Il s'agit de trouver la bonne combinaison, mais je dirais que quelque chose qui est assez important, puis peut-être qui a expliqué en partie la motivation de la Ville de Québec de joindre à cette initiative. Puis l'université aussi, la Ville était, puis j'imagine c'est vrai pour plusieurs villes, très sollicitée par plusieurs chercheurs ou par des industries un peu de toutes parts. Donc, via le modèle de l'unité mixte, c'est un peu maintenant par un canal unique. Et puis, les points de contact vont être beaucoup plus explicites, mieux identifiés pour faire un maillage entre
industrie, chercheurs à l'université et les gens des différentes DGA, par exemple, à la Ville de Québec, avec leurs enjeux respectifs. Parce que je crois qu'un point très important pour un partenariat, c'est pas juste... selon moi, je le vois vraiment comme une triade. Il faut aussi à la Ville, avec l'université, il faut aussi qu'il y ait soit une industrie ou un développeur de solutions, par exemple. Donc, on a l'université, les chercheurs, on a la Ville avec ses besoins, puis ses utilisateurs, son aspect utilisateur, et on a l'industrie avec les solutions qu'elle peut produire, puis qu'elle permet aussi aux chercheurs de passer de recherche à développement, à implémentation. Donc, je crois que c'est plus une triade en termes de partenariat. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait la Ville, l'industrie et l'université. Et puis aussi, un autre aspect important, c'est de bien aligner, puis c'est un défi, un grand défi, d'aligner non seulement les enjeux des villes avec les expertises des différents chercheurs et leurs projets, avec aussi les réalités de l'industrie en termes de R&D, de priorité de développement, de marché. Donc, d'aligner tout ça. Et chacun des partenaires a des horizons différents. Souvent, le chercheur, c'est pour la ville de 2050. La ville, c'est pour dans 2 semaines. Et puis, l'industrie, c'est, disons, dans la même année. Donc, c'est sûr qu'il faut penser à des modèles qui vont peut-être, sous un même thème, avoir des... même s'il y a une visée au niveau recherche qui est à long terme, avoir des livrables ou identifier des réalisations avec objectifs à plusieurs étapes pour peut-être satisfaire des enjeux, des besoins à court terme et aussi les chercheurs avec la visée d'innovation qui est à plus long terme. Donc, jusqu'à présent, c'est un défi qu'on a vu de bien aligner non seulement les enjeux, les thèmes, mais aussi les horizons. Et dans ce temps-là, il faut considérer autant pour les chercheurs que pour les industries, il y a le niveau de maturité des solutions ou des recherches. Donc, essayer de voir l'horizon versus le niveau de maturité de la solution. Et à ça vient le financement. Parce qu'il y a plusieurs types de sources de financement, que ce soit des bourses pour des stagiaires étudiants au sein de la ville ou au sein de l'industrie, et puis jusqu'à des grands programmes de recherche comme avec le CRSNG ou le CRSH qui sont pour des financements jusqu'à 7 ans, avec ceux qui sont familiers, là, avec des effets leviers sur, disons, pour $1 de l'industrie, en combinant différents organismes. Des fois, on peut aller chercher jusqu'à 4 $ des différents gouvernements. Donc, ça peut faire un budget de R&D assez intéressant. Surtout quand on regarde les incitatifs au niveau fiscal pour l'industrie, qui des fois permet d'aller rechercher 80 sous du dollar. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, pour 20 sous, vous avez jusqu'à 5 $ de R&D. J'ai l'air d'un vendeur en parlant comme ça, là, mais c'est la réalité. C'est une situation qui est très propice à ce type de partenariat au Québec en ce moment, malgré l'austérité. Donc, il faut considérer que si on a un projet à très, très court terme, qui est beaucoup plus presque de la consultation que de la recherche, ça va peut-être être plus un étudiant, l'opinion experte du chercheur, un petit stage, parce que pour un chercheur, d'écrire une demande de subvention, qui est, même si elle est très bien alignée avec les enjeux de la ville, le temps de soumettre, faire évaluer, recevoir la demande, accès au fonds, commencer le travail, et même si le chercheur est des plus productifs, c'est 1 an. C'est 1 an minimum. Entre le moment où il y a une idée et recevoir de l'argent pour commencer le projet. Donc, il faut aussi considérer les différentes options de financement selon l'horizon et aussi le pairage des enjeux. Fait que je pense que c'est ça qui est un peu compliqué, mais une fois que c'est bien aligné, je pense que tout le monde y trouve son compte. Puis mes expériences jusqu'à date ont été assez bénéfiques. Merci.
Moi, je peux vous parler de mon expérience avec l'Université Laval, avec le département de géologie, qui était quand même un mandat d'1 million de recherche et développement sur les eaux souterraines. Ça a pris, effectivement, comme on vient de le dire, ça a pris 1 an avant de pouvoir partir le projet. C'était le ministère de l'Environnement qui était un peu le maître d'œuvre qui tenait les finances. Ça a pris passablement de liens légaux. Une fois commencé, ça a pris beaucoup de terrain de la part des hydrogéologues. Nous, on était le côté géomatique avec eux. Une fois que c'était en train de se faire, à un moment donné, on ne savait plus qui faisait quoi. On n'avait pas, c'est une petite erreur qu'on avait faite, on n'avait pas établi cette partie. Tel livrable, c'était le département de géologie, tel livrable, c'était la CMQ. À un moment donné, on a fini, on s'est rassis et on a rétabli comme il faut les éléments, parce qu'il y avait des éléments qui étaient totalement inconnus, ils étaient beaucoup trop sophistiqués pour nos connaissances. On ne peut pas tout connaître. Ce qui est important aussi dans le partenariat, c'est qu'il a été fermé. On a fini par livrer au complet. Et il y a eu un suivi. Le partenariat n'est pas mort là. Le produit livrable, maintenant, nous, je travaille pour un organisme aussi qui s'intéresse à la protection des milieux naturels. Il commence à être intégré dans les règlements de notre plan métropolitain et, indubitablement, il devient des règlements municipaux. Fait que les villes vont être obligées de un peu faire attention à ce genre de la ressource en eau souterraine que 20 % du territoire de la région de Québec vit. Fait que ça a vraiment donné, ça a donné je pourrais dire des petits après. Parce que des fois, il y a des partenariats, ils ferment, puis ça l'arrête là. Là, on a vraiment, puis on continue. Les urbanistes chez nous, maintenant, qui prennent le poteau de ça et qui font une tournée territoriale pour comment amener ça dans les outils d'aménagement du territoire. Peut-être un point de vue industriel. Oui, je représente l'industrie, je vais en profiter. Moi, ma dernière expérience de collaboration entre les entités gouvernementales, universitaires et privées, c'est l'implantation d'une solution de gestion du territoire au Pérou, où on était 7-8 entreprises avec l'ambassade du Canada, avec quelques chercheurs de l'Université Laval, sur le cadastre, entre autres. Et ce qui m'est resté en tête par rapport au succès de la chose ou au non-succès, parce que dépendant quelles lunettes que je mets aujourd'hui, je pourrais dire ça a bien été, puis d'autres dire on a manqué notre coup. La preuve étant qu'on n'est pas au Pérou. Hein? Si. Ça, c'est déjà un gros point. Vision partagée des résultats. On mentionne qu'il y a des visions court terme, moyen terme, long terme. L'industrie, mais l'industrie, elle regarde surtout des résultats qui vont arriver dans l'année financière ou l'autre. Et pas juste ça, quel est l'impact de l'investissement sur la business de façon globale? C'est bon d'avoir des résultats du projet. Encore faut-il que ce projet-là soit porteur pour les affaires de l'entreprise. Alors, ce n'est pas juste une question de voir le projet, mais c'est retombé. Et ça, généralement, le rôle de l'industrie est possiblement de chien de garde sur le potentiel d'exportation. Et je vous avouerai que le Québec, en géomatique, dans les années 90, pouvait prétendre toutes sortes de belles réalisations. Mais en 2015, quand on se promène à l'étranger, on n'est pas non plus les premiers de classe nécessairement. Alors, il y a comme de faire attention à des automatismes en pensant qu'on sait tout par rapport à l'exportation de notre savoir-faire qui est mise à mal des fois ou à une certaine concurrence quand on sort avec le produit. Ça, nous, on a ça en tête. Le montage financier clair du projet, ça, on l'a mentionné, puis des perspectives financières durables, donc je viens de le mentionner. Bonne compréhension mutuelle des contributions. Je sais qu'au Pérou, il y avait des zones grises qu'on a découvertes sur le tas, mais on aurait pu les découvrir avant. C'est juste qu'on a eu un certain laxisme sur les rôles et responsabilités de chacun, et ça a généré des conflits, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas été traités au départ. Après ça, on ne s'est pas chicané, mais on tombait, vous savez, à géomatique, l'acquisition, le stockage, le traitement, quand vous mettez l'ensemble du processus, les entreprises se chevauchent. Alors ça, c'était délicat. Le gouvernement un petit peu moins, la recherche universitaire un petit peu moins. Dans ce cas-là, c'était plus inter-industrie. Gouvernance transparente et inclusive. Il y a des gens dans les comités qu'on faisait qui se sentaient exclus quand venait le temps de parler politique avec soit le gouvernement ou nos bailleurs de fonds. Donc, le côté transparence sur la gestion de ces projets-là est un enjeu. Je vous rappelle qu'actuellement, le climat public-privé, suite à la commission Charbonneau et toutes les dérives qu'il peut y avoir en technologie de l'information, n'aident pas nécessairement les parties à s'entendre. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il y a de la suspicion qui n'était pas là il y a 5 ans. Donc, on est dans un climat social où le partenariat se voit confronté automatiquement à des réserves qui étaient moins présentes avant. Aujourd'hui, on est plus exposé. Autant nous, l'industrie, que vous,
le partenaire, tout le monde veut être kosher, tout le monde veut être sûr qu'on a mis les pieds dans les bonnes traces. Et ça peut un petit peu brouiller les bons sentiments de départ parce qu'il faut gérer des relations qui sont observées, qui sont mesurables et qui ont des impacts. Donc, moi, je fais une grosse différence entre le projet de recherche et les conséquences pour l'industrie des résultats du projet de recherche. Pour moi, il faut qu'il y ait les deux. S'il y en a juste un, c'est bien. J'ai mes crédits d'impôt annuels, oui, super, mais je n'ai pas grandi, là. J'ai juste trouvé une façon d'augmenter des revenus dans une courte période, mais à long terme, j'ai de la difficulté à investir. Tout à fait, tout à fait. Ça tombe bien qu'il ne reste plus beaucoup de temps parce que là, tout a été dit ou presque. Peut-être deux points. Parce que, le premier, c'est... je pense que c'est utopique de penser qu'on va tomber sur des consensus quand on est dans des partenariats. Puis moi, il y a une théorie qui m'intéresse beaucoup, et puis qui n'est pas juste une théorie, c'est celle du consensus différencié. Et le consensus différencié, ça veut juste dire que il faut rapidement que chacun identifie les points sur lesquels il ne pourra pas bouger parce qu'il a des contraintes. Et puis chaque partenaire a des contraintes sur lesquelles, de toute façon, avec la meilleure volonté du monde, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas aller contre ces contraintes-là. Puis plutôt que d'essayer de chacun d'aller se contraindre dans ces espaces-là, plutôt identifier rapidement les espaces sur lesquels on a de la marge, les uns et les autres, sur lesquels on peut facilement bouger. Puis c'est ça le consensus différencié, c'est de focaliser sur chaque partenaire, sur les espaces sur lesquels on peut bouger. Donc ça, c'est un élément qui me semble important. Puis le deuxième, puis là, je vais reprendre une métaphore que le doyen de la faculté de foresterie, de géographie et géomatique utilise souvent quand il parle de projets en partenariat, c'est la métaphore du flirt. Et ce qu'il nous dit, et c'est pas faux, c'est que c'est exactement comme un flirt. Il y a des étapes. Lorsque vous croisez un garçon ou une fille, vous ne lui sautez pas dessus en lui disant que c'est l'amour de votre vie. Vous y allez, enfin, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas évident que ça marche parfaitement bien. Dans les films, ça marche, mais dans la vraie vie, pas toujours. Vous allez plutôt y aller par étapes, avec un premier rendez-vous, puis tester si vous êtes compatible sur un certain nombre de points. Et dans le domaine du partenariat, ça se passe un peu comme ça, puisque Sébastien n'a pas évoqué, parce qu'il présente l'UMR, enfin l'UMR a été évoqué comme si c'était arrivé de rien, en disant « ça fait une année que je travaille », mais avec Thales, par exemple, et la ville, Sébastien a des projets, et en particulier des projets type Engage, là, des projets d'engagement partenarial, CRSNG, qui sont des petits projets, 6 mois, 25 000 $, l'entreprise n'investit pas d'argent, etc. Tu en as développé un certain nombre de projets comme ça. Donc l'étape de flirt, elle a largement existé avant d'arriver au grand mariage qui donne l'UMR. Donc cette métaphore, elle n'est pas folle. Et je pense que c'est un élément important. Puis pour finir, 2 points, et puis qui reprennent un peu ce que disaient les collègues, c'est qu'il faut que chacun puisse nourrir sa bête. C'est-à-dire qu'il faut qu'on a chacun des contraintes. Nous, en tant que chercheurs, il faut qu'on publie dans des revues que seuls les chercheurs lisent et qui n'intéressent absolument pas les partenaires, parce qu'ils ne les liraient pas, de toute façon, même si on leur donnait gratuitement les articles. Mais il faut qu'on fasse ça, parce que si on ne fait pas ça, on n'a pas de subvention. Si on n'a pas de subvention, on est coincé. Donc il faut qu'on le fasse. Puis les entreprises, tu disais, il faut que vous fassiez avancer votre business à court terme, à long terme, etc. Il faut qu'il y ait un équilibre financier, il y a tout un tas d'autres contraintes. Puis la ville, si c'est une ville, la même chose, il y a une reddition de comptes, le maire, il a une échéance électorale, vous avez des échéances annuelles, semestrielles, etc. Donc il faut que chacun nourrisse sa bête et il faut que dans un partenariat qui fonctionne, il faut que chacun puisse la nourrir, il faut que chacun comprenne dans une approche justement de consensus différencié qu'il faut que ça fonctionne de cette manière-là, dans un jeu gagnant-gagnant. Puis je vais arrêter là. Merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. Effectivement, créer un partenariat, ça ne passe pas automatique comme ça et qu'il y a beaucoup de contraintes et il faut flirter. Et nous, on a commencé à flirter à GMQ. Donc, j'espère que bientôt, ça va donner des résultats. Donc, en effet, comme je disais, au niveau du réseau Convergence, on organise des ateliers d'analyse de besoins des utilisateurs. Donc, et aussi, donc, c'est une première étape justement pour mieux connaître les besoins en recherche et développement, des solutions qui pourraient venir vous aider dans vos problématiques. Donc, dans les prochaines semaines et mois, évidemment, on travaillerait au niveau du réseau Convergence pour
préparer le terrain pour un atelier ciblé qui vise en fait, le monde municipal et que là, on essaierait de faire sortir un peu mieux les besoins en recherche et développement avec vous, ceux qui sont intéressés. D'après le sondage, évidemment, il y a 70% d'intérêt. Donc, on pourrait voir comment on pourrait évidemment explorer, travailler ensemble et parvenir à dépasser les obstacles qui empêchent justement de mieux travailler ensemble. Donc, merci beaucoup et merci à nos panélistes. Merci beaucoup pour avoir accepté de partager votre point de vue.